on explique qu'on se considère tous comme fondateurs de l'entreprise. L'entreprise, elle a 9 ans. Elle s'est transformée déjà 150 fois. Le système IT, il a déjà été refait. Même si le projet est très fidèle, on en est encore qu'au début de l'histoire, parce que l'ambition est très grande. Et donc, on a le sentiment, tous nous, les collaborateurs, de faire partie d'une aventure assez unique, en étant très fidèles à ce qui a été fait, et en étant très conscients de ce qu'on a à construire. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est avec Marie de Grand-Guyot. Salut Marie. Salut. On dit bien de Grand-Guyot, c'est ça? De Grand-Guyot. Guyot. Je me doutais, tu vois qu'il y avait un piège d'entrée. Marie, tu es la directrice générale de Nickel. Exactement, directrice générale déléguée de Nickel. Déléguée. C'est quoi la différence entre directrice générale et directrice générale déléguée? C'est dans mon titre, c'est une différence. Il n'y a pas de directeur général chez Nickel, il y a un président. Ok. Et il y a moi qui suis directrice générale déléguée et il y a un autre directeur général délégué. On se partage un peu. Ok. Vous êtes co-CEO, quoi, c'est ça? Je sais pas si on peut dire ça. On a été moins créatifs dans nos dénominations de poste, en tout cas. Ok. C'est le poste qu'on t'a offert quand t'es arrivé. T'es chez Nickel depuis 3 ans? C'est ça? 4 ans. 4 ans. Ouais, je suis Nickel depuis 4 ans. Ok. Et avant ça, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir, c'est que t'as beaucoup travaillé, notamment pour le microcrédit, en France, et pour le financement, des boîtes pour une association, qui s'appelle ADI. Exactement. Dans laquelle t'es resté pas loin de 7 ans, c'est ça, si je me trompe? C'est ça. 6 ans. Je suis passé 6 ans à l'ADI, qui est une association reconnue d'utilité publique, qui fait de la microfinance. Et avant ça, t'étais plutôt dans le conseil et t'as plutôt eu une carrière où, tu sais, c'est toujours un peu toujours un peu l'impression que le conseil, c'est comme dans Romain Duris, dans les poupées russes ou dans l'auberge espagnole, tu sais, où il joue du pipeau. Pardon. Bah ouais, tu peux voir ça comme ça. En tout cas, c'était un peu plus scolaire le démarrage que la suite. Mais ouais, j'ai fait du conseil. C'est une bonne école. J'ai appris plein de trucs. Bah oui, j'imagine. Et maintenant, j'ai pris mon envol, mais j'en retiens des bonnes choses. Bah ça, j'imagine aussi. Marie, en tout cas, bienvenue dans Histoire de succès. On va parler de ton parcours et la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? Bonne question. J'étais une petite fille avec les cheveux coupe au carré, sûrement quelques croûtes sur les genoux parce que j'étais pas mal dans la nature, dans les arbres, en train d'escalader à droite à gauche, assez casse-cou. Et voilà, j'aimais bien être dehors, donc pourquoi pas avec un petit couteau dans la poche, en train de tailler un bout de bois. Ah ouais. Ça pouvait être moi. T'as grandi où? Alors à 7 ans, je suis arrivée dans la Drôme à ce moment-là. Okay. J'ai un peu déménagé, j'ai pas mal déménagé. Donc là, c'est un moment où j'étais dans la Drôme, à la campagne. On était dans un village où il y avait 200 habitants, entouré de fermes et de rivières, et donc de balades en vélo. Ok. Est-ce qu'on disait de toi que t'étais un garçon manqué? J'ai essayé d'enlever cette expression de mon univers et de le mettre le plus loin possible. Tu la repartages. Je pense qu'on a dit ça de moi, ouais.
Je pense que Pourquoi tu voulais l'éloigner? parce qu'il y a rien de positif au fait dans l'expression. Donc je pense que j'étais une enfant épanouie, heureuse, avec toutes ses interrogations, ses joies et ses peines. Et je sais pas si tous mes sentiments ou mes émotions ils relèvent d'un garçon, encore moins manqué. En tout cas, j'étais très à l'aise à être celle que j'étais et je m'amusais peut-être aussi à faire des choses qui comme grimper ou j'en sais rien ou jouer dehors qui relevait plus d'un univers de garçon, mais ça me gêne que ce soit uniquement aux garçons que ce soit proposé comme activité. Donc, C'est la question. C'est la raison pour laquelle je te pose cette question. Tu te doutes bien, c'est que j'imagine à chaque fois, ne faites pas ça en fait. Si vous avez des filles qui sont un peu casse-cou et qui font des trucs, arrêtez de leur dire que c'est des garçons manqués. Comme tu dis, il y a rien de positif dans cette expression. Exactement. Ça me fascine encore que en 2023, il y a encore des parents ou d'autres personnes qui disent ça, quoi. Ça fait quelques années qu'on me l'a pas dite. Donc, Désolé de tu es coupable. ressortir ça. Mais j'aime bien poser les questions qui grattent. Hein. C'est mon job, finalement. Hein. Donc, t'es là pour ça. Donc, tes parents faisaient quoi dans la vie? Comme métier? Alors, mon père, il est ingénieur de formation et il a de grands moments dans sa vie. Il a fait des travaux publics, beaucoup, construit des routes, des tunnels, des ports. Et puis, une grande autre moment de sa carrière, c'est les énergies renouvelables. Il a commencé là-dedans il y a très longtemps et il a fini là-dedans aussi. Donc, il a fait des allers-retours beaucoup entre ces deux grands univers. Et ma mère, elle est médecin. Elle a fait de la recherche beaucoup sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et puis après, un deuxième grand partie de sa vie professionnelle, c'était d'être fonctionnaire européen, où elle a rejoint Bruxelles et a travaillé auprès de la Commission. Ok. Donc, pas mal de trucs dans le public. Exactement. Au service du public. Ouais, pas mal. Pas mal de mes parents qui ont toujours été dans le questionnement autour d'un sens collectif, voilà, de l'intérêt général, des questions qui font partie un peu de la vie familiale aussi. Et t'as la sensation que t'as été picousé à ça de cette là? Oui, mais dans une famille très ouverte, quoi. Il y a pas eu c'est pas des mantras qu'on répétait collectivement en famille, mais du coup ça s'est distillé et c'est des moteurs que je retrouve assez forts chez moi aujourd'hui. Ok. Comment ça se passe ta scolarité? Ma scolarité, ça se passe bien. Petite fille, j'avais des difficultés un peu dans la lecture. Je pense que j'étais un peu une dyslexique, mais pas forcément bien diagnostiquée. Et puis après, globalement, ça marche quand même très bien pour moi et avec pas jamais été dans les premières de ma classe mais jamais non plus dans les dernières donc la scolarité ça peut être une source de difficulté et puis après comme je suis d'un milieu social où les gens font des études, c'était plus facile pour moi de m'y projeter et donc je vois vraiment ça comme ça et donc moi j'avais aussi envie de pouvoir apprendre et grandir dans le contexte des études. Bon, je me suis projetée vers des études, donc je fais des classes prépa parce que je me suis dit que c'était intéressant pour apprendre le maximum. Et puis après, j'ai fini en école de commerce, un peu par hasard, parce que... Par hasard? Ouais, parce qu'en fait, jusqu'à la terminale, je voulais faire soit ingénieur comme papa, soit médecin comme maman. Ah ouais? Et j'en ai eu marre de la physique et j'aimais pas la bio. Donc voilà, j'ai fini au milieu, donc un peu un non-choix. Mais une école... choisie quand même, parce que choisie parce que c'est très généraliste et donc ça ouvre pas mal de portes, quoi. Ok. Donc l'idée c'était vraiment c'est vraiment intéressant de jusqu'en terminale en fait tu voulais éventuellement refaire comme tes parents quoi. Ouais, franchement assez tard, ouais. Ouais. Et j'ai mis du temps à me dire qu'est-ce qui me motivait vraiment. Ok. Et avec le recul tu sais pourquoi? Non, j'ai pas vraiment parce que on est 4 frères et sœurs, on est 4 chez moi et tous les autres ont été capables de dire plus vite ce qui les motivait, je pense. Voilà, pour se projeter. Donc certains très très tôt. Je me souviens de ma petite sœur elle est architecte et elle le sait, elle veut faire ça depuis qu'elle a 11 ans. Mon autre sœur qui était passionnée de sciences politiques, mon frère qui a toujours été sportif donc qui est prof de sport. Voilà, on a tous des parcours différents, mais je trouve qu'ils ont trouvé des voies plus jeunes que moi. Et donc forcément, comme tu dis, une sorte de non-choix t'amène à l'école de commerce, c'est ça qui te permet de t'ouvrir le plus grand... Voilà, c'est un peu ça, c'est très généraliste, formateur, et puis je me dis que ça va me faire découvrir plein d'univers, et donc je me lance là-dedans. Tu rentres où à HEC, c'est ça, j'ai vu? Le SCP. Le SCP, pas du tout. Ouais. Et alors, comment ça se passe ton école de commerce? Ça se passe très bien. Dans mes études, les années de classe prépa que sont des études, des années qui m'ont beaucoup marqué par l'intensité scolaire et puis par les amitiés que je me suis faites. Moi, je suis partie dans le nord de la France à ce moment-là. Ma famille déménageait à Bruxelles, donc j'ai voulu faire une classe préparatoire pas trop loin.
Et donc je me suis retrouvée à Douai, une petite ville du Nord, et où j'ai rencontré vraiment des gens fabuleux. Alors dans l'exercice, dans la découverte un peu de l'exigence scolaire, on s'est soudés, c'était des belles rencontres. Et après je suis arrivée à l'ESCP à l'ESCP Europe, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai fait un parcours où j'ai pu faire une année à Paris, une année à Berlin, une année à Londres. Donc c'est des super occasions d'ouverture. Avec au milieu la LCSU où je suis partie travailler dans une ONG en Inde. Donc Ah ouais, ok. finalement c'était pour moi un peu une découverte du monde, une découverte d'autres pays. Tout ça en autonomie, quoi, parce que t'es étudiant et tu deviens grand. Donc beaucoup de super bons souvenirs et j'étais très très contente de ces années-là. Ok. Comment ça se passe? Tu finis par rentrer dans un cabinet de conseil, c'est ça, en sortant de l'ESCP, comme j'imagine plein d'étudiants de ces écoles-là, c'est ça? Oui, là, le cabinet de conseil pour moi c'est un peu la continuité du choix de l'école de commerce, c'est que Une sorte de non-choix finalement. ouais, exactement, Ouais. une sorte de non-choix, toujours aller vers là où je pourrais apprendre le plus, avec un certain niveau d'exigence quand même, comme d'ailleurs l'école et un certain niveau de travail. C'est des univers où on compte pas trop ses heures. On travaille dans les écoles de commerce. Je parlais du cabinet de conseil. Ah pardon. Mais moi Parce que tu serais vraiment la première invitée qui me dit, moi j'ai bossé comme une tarée. moi je faisais partie des gens un peu sérieux. Ah oui. Enfin non, mais j'ai quand même beaucoup fait la fête aussi, mais je savais faire les deux, quoi. Ok. Mais j'avais envie je prenais les choses quand même moi, avec intérêt sincère. Et voilà. Et donc non, en cabinet de conseil, on travaille beaucoup, ouais. Oui. Et pour moi, en gros, je me suis donné un temps pour observer des directions générales, me dire, tiens, ça veut dire quoi diriger les organisations, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les enjeux. Donc c'est pour ça que je suis allée dans le conseil en stratégie. Et finalement, j'ai touché à plein de sujets, de faire des plans stratégiques, faire des due diligence parce que tu rachètes une entreprise, faire des Les due diligence, c'est les opérations, enfin c'est les vérifications nécessaires, c'est ça? Oui, c'est quand par exemple, si il y a une entreprise qui est à vendre, ben essayer de t'expliquer pourquoi elle est super, ou si tu veux racheter une entreprise, c'est de se dire est-ce que c'est la bonne. Donc c'est beaucoup d'analyses stratégiques et financières. Chacun d'un côté, ils ont chacun leur selon conseil. la mission, voilà, c'est ça, selon la mission. J'ai fait des projets de réorganisation, post-fusion, ou juste parce qu'il y a des grands plans de transformation, des projets de réduction de coûts, enfin beaucoup de sujets dans beaucoup de secteurs. J'étais pas sectorisée du tout, donc je travaillais dans la pharma, dans l'industrie bancaire, dans le service public, dans des boîtes digitales, dans des grosses boîtes industrielles. Je trouvais ça passionnant. Et dans plein de pays, donc États-Unis, beaucoup au Maroc, beaucoup en Allemagne, en France. Donc je trouve que c'était pour moi un super observatoire et c'était très exposé à des décideurs de haut vol qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de la mission, parce que souvent ils la payent cher. Et du coup, pour moi, c'est toujours la même logique que l'école de commerce à ce moment-là dans mon parcours, c'est apprendre le maximum et absorber tout ce que je peux de l'univers dans lequel j'évolue. Okay. En me disant quand même dans ma tête que ça sera pas pour toujours. Okay. Et qu'à un moment, j'aurais envie de faire autre chose et que je pourrais mettre tout ça au service de quelque chose d'un peu plus grand que simplement me nourrir. Ah, à ce point-là, t'es déjà là-dedans? Oui, parce que là, si tu veux, on balaye mon parcours de manière assez linéaire sur les grandes étapes, mais au final, j'ai toujours été engagée. Par exemple, quand j'étais au collège, je donnais des cours dans la cité à côté de chez moi. J'ai toujours été dans des associations au lycée. En prépa un peu moins, mais en école de commerce, comme en fait, quand il y avait une association dans laquelle je m'investissais pour accompagner les jeunes de terminale à passer des concours quand ils n'avaient pas une possibilité de payer des formations trop chères, des concours post-bac. Et puis en école de commerce aussi, j'ai fait ça. Je suis allée en Inde dans une ONG, donc j'ai toujours un peu mes stages ont toujours un peu oscillé. Pour donner un extrême, à l'ESCP Europe, j'ai fait un stage en salle de marché chez Lehman Brothers. Wow. Et 3 mois plus tard, j'étais en Inde à Calcutta dans une ONG indienne. Donc j'ai toujours eu ce côté un peu essayer d'apprendre, de cocher des cases en me disant bon bah s'il y a des choses à faire, il faut quand même savoir les faire pour peut-être être utile sur des projets qui sont un peu plus impactants. L'idée c'est d'aller essayer de comprendre comment fonctionne le capitalisme. Ouais, pas forcément. Enfin, je trouve les organisations en général, oui. Si tu veux. Enfin, je trouve que à la fin, aujourd'hui, moi, t'as parlé un peu de mon parcours. J'ai été dans le monde associatif, j'ai été dans les grandes entreprises.
je trouve que tout ça, c'est que des problématiques qui doivent, des problématiques d'organisation, des problématiques de gestion, des problématiques de stratégie, qui servent le but de l'organisation. Donc, Oui. Peu importe qu'elle soit associative. Exactement. Donc après, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes ressorts, mais il faut être d'une certaine manière efficace et jouer dans un monde de contraintes pour optimiser le rendu, l'impact de l'organisation. Qu'est-ce qui te donnait envie de filer des cours à des gamins quand t'étais au collège? Parce que c'est quand même tôt, tu vois, en termes de prise de conscience. T'avais la sensation d'être privilégié assez rapidement ou c'est tes parents qui t'ont... Si, je pense que j'ai toujours eu cette sensation-là, cette sensation-là, et puis ça te venait d'où? Tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense que ça fait partie un peu de l'histoire familiale et puis des valeurs de la famille. Et... D'avoir conscience. Ça faisait partie de, je sais pas, des discussions que vous pouviez y avoir entre vous ou... Oui, mais enfin moi je me souviens de Noël par exemple où les parents disaient cette année on va passer Noël avec les gens qui n'ont pas de famille ou ce genre de choses. Donc je pense que il y avait des initiatives comme ça dans la famille. La solidarité a toujours fait partie des valeurs fortes que les parents ont voulu nous transmettre. Vous receviez des gens qui avaient pas... Non, on allait, là je me souviens d'un Noël par exemple, parce que tu me l'évoques, mais j'y ai pas pensé depuis des années, mais on allait dans la salle des fêtes de la mairie parce qu'il y avait une association qui accueillait tous ceux qui étaient seuls à Noël. Et c'est vrai que c'est un moment, je pense qu'il est particulièrement difficile à vivre quand t'es seul. Et donc nous, on était arrivés là tous les 6 pour passer le Noël dans cette salle des fêtes. C'était un très bon Noël. Et donc je pense que ça fait partie des valeurs fortes que nous ont transmis les parents. Ouais. Okay. Et donc pourquoi je pense qu'il y a deux choses. Il y a peut-être le sentiment de se sentir privilégié, ça c'est quelque chose qui doit forcément exister. Et puis la deuxième, c'est cette envie d'être utile, quoi. Cette envie de se dire que on peut mettre un peu d'énergie à servir des choses qui peuvent être petites ou grandes d'ailleurs, mais à être utile aux autres de cette manière. Et alors, tu vois, je me disais, comment ça se passe quand t'es chez Lehman Brothers, c'est que t'es dans la salle des marchés? Est-ce que tu as ce sentiment d'être utile aussi ou alors justement, à ce moment-là c'est un peu plus compliqué? Non, justement, c'est pour ça que je trouve que ça, c'est un peu, il y a un peu de grands pans quoi dans mon parcours. Il y a cette volonté d'apprendre et d'absorber un maximum de choses dans un temps très court et d'observer tout ce qui existe pour potentiellement en refaire quelque chose derrière. Ouais. Et donc là, c'était un extrême. Bon, c'était mon année à Londres. À Londres, on cherche des stages. Pourquoi pas en finance? C'est quand même la capitale à l'époque. Et donc non, j'étais curieux. Hein. Alors, j'y arrivais avec plein de questionnements sur ces métiers-là et pas forcément un amour ou une projection long terme. Mais honnêtement, j'y suis aussi allée avec une curiosité sincère en me disant, bah tiens, alors mais ça marche comment? C'est quoi ces gens? C'est quoi cet univers? Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Est-ce que t'en as retiré? J'en ai retiré que je retournerai pas parce que j'ai trouvé que les gens, en tout cas à l'époque, je sais pas si ça a beaucoup changé, mais il y avait une déconnexion énorme. Enfin, il y avait pas vraiment de compréhension du métier de bout en bout, quoi. C'est tellement sophistiqué au final que personne sait vraiment exactement. C'était à peu près au moment de la crise de 2008. Ouais, c'était avant. Ouais, c'était juste avant. Ouais, ok. Ça a dû leur. Ceci dit, non, j'allais dire, ça a dû leur faire bizarre, mais. Non, je crois pas. Juste 15 jours. Non, je pense que ça a dû leur faire chier 15 jours. Ok. Et donc, une fois que tu as terminé tu restes consultante pendant combien de temps? 6-7 ans, c'est ça? Ouais, j'ai eu des conseils 6 ans. Ok. Et en fait, donc dans mon cabinet, je me fais staffer, donc je me fais mettre sur une mission pro bono pour l'ADI. Moi, on était quelques consultants à essayer de développer le social business et les partenaires nous laissaient faire gentiment sans y croire beaucoup. Okay. Et donc on portait des initiatives et tout ça. Et puis parmi celles-ci, il y avait le cabinet en fait faisait des missions gratuitement pour certaines organisations. Donc moi j'étais mise pour faire une de ces missions-là pour l'ADI à l'époque. Et donc j'ai découvert l'ADI à ce moment-là. J'ai passé. Tu peux resituer parce que je l'ai dit très rapidement. Mais l'ADI c'est une association qui investit, c'est ça? Donc l'ADI, c'est une association reconnue d'utilité publique, qui s'appelle l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui fait de la microfinance. Donc elle a été lancée à peu près en même temps que la Grameen Bank, un peu après, au Bangladesh, avec la même l'idée que s'il y a des personnes qui veulent créer leur propre emploi, leur petite entreprise, mais qui n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas la formation ou la compréhension de tous les enjeux administratifs, il faut les aider à le faire parce qu'ils vont réussir. Et donc l'ADI, quand j'y étais, c'était 550 collaborateurs, c'était 150 agences partout en France et 1300 bénévoles. Donc c'est une grosse ONG et qui s'occupe en fait de faire, il y a 3 métiers: accompagner les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs qui veulent lancer leur entreprise. Donc quand je dis accompagner, j'imagine qu'il y en a plein. Ouais, il y en a pas mal. Alors, il y en a plein qui savent le faire et que les banques vont financer.
L'ADI, c'est vraiment sur ceux qui savent pas trop par quel bout prendre le sujet et qui ont vraiment pas les moyens de le faire, financiers. Et donc les accompagner, c'est par exemple les aider à faire un petit business plan, s'assurer juste que si t'achètes des tissus et que tu veux les revendre, que tu comptes bien tous tes frais intermédiaires avant de donner un prix à ton tissu final. Donc faire un petit business plan, choisir un statut, c'est super compliqué. Comprendre les interférences entre ta création d'entreprise et tes allocations, ton RSA, ton chômage, pour être sûr que tu comprennes bien les enjeux. Parler de santé, de protection sociale, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est l'accompagnement à la création d'entreprise. Et deuxième volet, c'est le financement. Donc tu vas acheter une camionnette parce que tu veux aller vendre, ou je sais pas, tu veux devenir un artisan. Bon ok, alors donc ça coûte combien cette camionnette? Est-ce que tu l'as trouvée? Est-ce que tu es capable de la rembourser? Sur combien de temps sans te mettre en difficulté? Et donc voilà, l'ADI ça prête jusqu'à 12 000 euros aux entrepreneurs. Et le troisième métier, c'est l'assurance, ça s'appelle la micro-assurance, pour s'assurer que les entrepreneurs couvrent les risques qu'ils prennent, puisque forcément c'est aussi risqué. Ok. Et donc voilà, donc moi j'arrive à l'ADI à ce moment-là. En tant que consultant. En tant que consultante, exactement. Je découvre une association d'une efficacité incroyable, avec des gens particulièrement talentueux et qui est vraiment dédiée à une mission qui est claire, limpide et du coup qui est très performante dans ce qu'elle fait, quoi. Et donc le directeur général me dit rejoins-nous. Et pour la faire courte, je dis oui. Après quelques hésitations quand même, parce que c'était un moment, un choix fort, quoi, de partir du conseil en stratégie pour aller à l'ADI. Et en même temps, c'était une super opportunité pour moi. C'était un beau job dans une belle organisation avec des gens chouettes. Donc je m'y suis projetée assez vite. T'es resté pendant 7 ans? 6 ans, ouais. 6 ans. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Qu'est-ce que t'as développé là-bas? On a développé, en fait, c'est un projet qui se développe vraiment de manière très cohérente depuis son lancement. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup sur les sujets d'innovation, de marketing. Donc au départ, je travaillais sur les sujets de comment on peut accompagner un peu différemment les entrepreneurs, comment on peut les financer, est-ce qu'il faut augmenter ou pas les plafonds du crédit. Donc tous ces sujets un peu de stratégie, d'innovation et de produits. L'ADI avait aussi créé un incubateur pour essayer de se dire mais peut-être que le micro-entrepreneuriat, ça pourrait être une voie d'accès à l'emploi pour des gens qui veulent être entrepreneurs mais qui n'ont pas d'idée. Donc là, l'idée, c'était avant les plateformes type Uber, si tu veux. Et donc l'idée, c'était de se dire on pourrait développer un concept de micro-franchise. Donc on a développé des micro-franchises, donc une micro-franchise par exemple de jardinage, micro-franchise de cyclo-taxi, où si tu voulais être entrepreneur, être indépendant, mais que tu n'avais pas d'idée, t'avais une marque, on te donnait un peu de matériel, il y avait une sorte de centrale d'achat qui t'aidait, et tu pouvais opérer. Donc c'était avant l'univers de c'est canon. Donc par exemple, on avait un petit incubateur, il y avait un petit fonds d'investissement qui faisait ça, donc j'ai fait ça. Et puis, ça a jamais trop pris ou? Si, ça a marché, mais c'est pas à la mesure. Après, il y a l'univers des plateformes qui s'est vraiment créé, et puis quand C'était en quelle année ça? Peut-être que c'était vers des années, je pense 2013-14. Ok. Donc il y a pas encore les apps, etc., quoi. Ouais, exactement. Ça commençait à se lancer. Et puis après, quand t'es une ONG, t'as pas la même force de frappe que quand tu es Uber qui te lance sur une verticale de métier avec la tech en plus, tout ça. Donc non, je pense que c'était assez précurseur et c'était intéressant de tester, mais ça reste des formes d'organisation qui étaient un peu embryonnaires à l'époque, quoi. Donc j'ai fait ça et puis je me suis aussi occupée de la collecte de fonds. Si tu l'as dit, comme c'est une ONG, t'as un tiers du chiffre d'affaires, c'est les intérêts que payent les entrepreneurs sur le crédit, et 2/3, c'est des subventions. Donc qui peuvent venir de l'Europe, qui peuvent venir de l'État français, des régions, des départements et des entreprises privées. Puis aussi il y a un fonds de dotation qui collecte l'argent de particuliers. Et donc je m'occupais de ces j'avais m'occupé avec les équipes de ces 2/3 là de recherche d'argent pour financer l'association. Donc aller courir les subventions, j'imagine. Ouais, exactement. C'est un métier commercial, disons. Sacré dada, quoi. Ouais. C'est un métier super important pour que des ONG comme ça puissent continuer à se développer. Et puis le dernier pan de ce que j'ai fait, c'était le développement international. En gros, depuis le début, l'ADI convaincu que on peut vraiment faire de l'entreprise un vecteur d'accès à l'emploi.
de la création d'entreprises en vecteur d'accès à l'emploi dans les pays développés. Et donc l'idée c'est de se dire allons développer des institutions de microfinance dans d'autres pays. Mais c'est pas des filiales de l'ADI, c'est des structures à chaque fois qui vont avoir leur propre ADN, leur propre partie prenante locale, les banques dans les pays qui vont aller financer. Et donc voilà, en fonction, j'étais soit dans des boards d'institutions de microfinance, et donc soit donc je m'occupais de cette équipe-là d'international, et donc soit on était dans les boards de ces structures parce qu'elles étaient devenues matures au moment où j'ai pris les sujets, ou alors on crée des institutions de microfinance. Donc on a créé une institution en Grèce, ou on a développé une institution en Tunisie, en Belgique, donc voilà. Donc, c'est très intéressant, passionnant. Bah oui, j'imagine. Ouais. Et là, pour le coup, il y avait du sens. Exactement. Ah, non, mais pour moi, l'ADI, c'est un moment de ma vie professionnelle d'une intensité vraiment très très forte. Je te vois, t'as les yeux qui brillent. Ah ouais, c'est une super belle structure. Vous voyez pas Marie, mais elle a les yeux qui brillent. C'est super, je m'y suis un peu arrachée à contre-cœur, à vrai dire. Au bout de 6 ans, je me suis dit, ça fait 6 ans que t'es là. Alors, l'ADI, il faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, quasiment depuis le début. Ah, et quand moi j'étais arrivée, je me suis dit, mais comment c'est possible? Ils vont rigoler s'ils écoutent. Mais comment c'est possible de passer autant de temps dans une organisation, 20, 30 ans, voilà. Et au bout de 6 ans, je me suis dit, purée, mais je vais faire pareil que c'est trop bien. Et j'ai flippé. Ah, ça t'a fait peur. Parce que ça m'a fait un peu flipper en me disant, nos parcours professionnels vont être hyper longs. Et jusqu'à 64 ans, 62 quoi. Ouais, j'avoue que je me dis que ça va être un peu plus long que ça le temps qu'on y arrive, mais oui. Mais donc ça va être long, plein de rebondissements, et donc moi je suis très curieuse de beaucoup d'univers, et donc j'avais pas envie de faire de choix trop définitifs à ce moment-là de mon parcours. Et donc je me suis dit bon il faut que tu changes, il faut que tu ailles voir, retourne dans le monde de l'entreprise, essaie de voir si tu peux avoir de l'impact dans ce monde-là maintenant que tu sais ce que c'est que l'impact et que t'as pu aligner les enjeux. Et donc voilà, j'ai remis le nez dehors, et à ce moment-là j'étais dans le conseil d'administration du fonds de dotation de l'ADI, donc qui est un organe de l'ADI, avec le DG de l'époque de Nickel. Donc voilà, je lui ai parlé, on s'entendait bien. Il m'a dit viens chez nous, c'est trop bien. Et donc je suis arrivée chez Nickel. Parce que t'avais la trouille, c'est ça, de rester pendant. Ouais, parce que c'est un marqueur fort de choisir d'aller rejoindre le monde associatif. En tout cas, pour moi, ça l'était, et j'avais pas la maturité de me dire que c'était ok, que c'était bon, que c'était pas grave. Pour moi, c'était quelque chose qui était fort et qui pouvait être enfermant. En tout cas, dans le regard que j'avais sur mes choix professionnels. Ou dans le regard qu'on pourrait porter sur toi. Oui, enfin dans les opportunités que ça pourrait me donner demain, quoi. Et en France, on est quand même dans des rails. Il y a des univers qui se parlent peu à chaque. Bien dans ta case et n'en bouge pas le moins possible. Et donc, quand je suis partie du conseil en stratégie pour aller dans le monde associatif, il y a quand même peu de personnes qui ont bien compris. Et donc, alors que pour moi, il y a aucun questionnement. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile à comprendre. Mais c'est quand même des univers qui se parlent peu. Le monde de l'entreprise, le monde associatif, qui ont beaucoup de stéréotypes les uns sur les autres. D'un côté, c'est l'extrême capitalisme parfois, et de l'autre, c'est l'amateurisme, de la volonté, l'aspect un peu folle qu'il peut y avoir derrière certaines assos, quoi. Ouais, mais c'est pas non plus l'unique esprit. C'est un hyper professionnel, très très efficace, et comme le monde de l'entreprise d'ailleurs. Mais donc voilà, donc moi je me suis dit, c'est l'occasion de retourner dans le monde de l'entreprise et d'essayer d'aligner d'aligner un peu ce driver qui est chez moi, qui est fort, qui est celui de l'impact. Tu veux dire que d'une manière générale, pour revenir à ce fameux passage, les gens font pas forcément l'effort d'aller regarder vraiment ce qui se passe comme tu as pu le faire, quoi. C'est-à-dire d'aller mettre vraiment son nez dedans pour je trouve plus mon mot, pardon, je vais le trouver, pour challenger un peu tes a priori, quoi. Oui, enfin après on le fait. Enfin, je juge pas les gens, c'est-à-dire que moi-même, dans le sens moi-même, je m'arrête sur plein de sujets dans la vie, je m'arrête à un certain niveau en me disant bon voilà j'ai compris ça, puis ça va me suffire. Alors peut-être que c'est très biaisé ou c'est très limité, mais voilà en fonction des centres d'intérêt. En tout cas, je trouve que dans le monde anglo-saxon, par exemple, tu peux avoir fait un master de philo et finir CFO d'une boîte. En France, pas vraiment. Et donc j'en tiens compte, à ce moment-là, j'en ai tenu compte dans les choix de mon parcours. Ok. Et donc, tu rencontres le DG de Nickel, c'est ça, qui fait partie de l'équipe qui fait partie des cofondateurs, quoi. Non, alors. Ah non. En fait, il y a 4 cofondateurs qui ont créé et qui avaient embauché Arnaud Giraudon. Donc, c'est Arnaud Giraudon pour structurer l'entreprise et en gros la vendre. Et donc, Arnaud a été DG, président, PDG pendant
2 ans et demi, je crois, enfin à peu près. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a vendu l'entreprise pendant ce temps-là. Il a travaillé comme une bête pour structurer l'entreprise, l'amener vraiment à l'étape d'après. Et donc moi je suis arrivé à ce moment-là. Ok. Nickel. J'en ai même pas parlé. Je fais comme si tout le monde était au courant, mais ceci dit, vous êtes à peu près partout à la télé, dans le métro, dans les transports en commun, etc. quoi. Donc, et dans les bureaux de tabac, bien sûr. Parce que... Ouais. Donc Nickel, c'est une fintech si on veut. C'est une entreprise qui a été lancée il y a 9 ans maintenant. Une fintech, c'est une start-up dans le monde de la finance. Exact. Pour les gens qui l'ont pas. C'est une start-up dans le monde de la finance, tout à fait, qui a été lancée il y a 9 ans et qui propose un compte courant sans découvert, avec une carte de paiement qui est la même que celle que vous avez aujourd'hui dans votre banque, et qui s'ouvre en 5 minutes chez un buraliste en France. Donc le point de départ, c'est que le compte courant, c'est le produit le plus proche du quotidien de tout le monde. C'est-à-dire, il y a très peu de choses dans ta vie qui vont être liées quasiment à tous tes petits projets, tes grands excès, tes petites envies, ou juste ton quotidien et tes galères, que ton compte courant. Et donc on a tous là-dessus, quel que soit notre profil, notre phase de vie, nos difficultés ou nos joies du moment, un niveau d'exigence qui est très élevé. Et en partant de ce principe-là, l'offre au moment du lancement de Nickel, elle est que ce produit peut être très cher pour certains, d'entre nous. En moyenne, un compte courant en France, ça coûte 215 € par an. C'est quand même assez cher, mais pour les 20% des Français qui gagnent le moins, ça va même jusqu'à 400 € par an, en moyenne. Principalement à cause des frais de découvert. Oui. Donc c'est un produit qui est essentiel, comme je le disais, et qui coûte d'un côté très cher, et qui parfois, en plus, n'est pas forcément de très grande qualité, parce que il peut y avoir une institution qui te gêne, que tu comprends pas très bien. La banque peut être un peu inquiétante parfois, ou certaines populations peuvent se sentir un peu jugées, parce que ils maîtrisent pas la langue, ils maîtrisent pas le vocabulaire ou la technicité associée à ces institutions-là. Puis c'est de l'argent quand même. Ouais. Et quoi, un vrai problème avec l'argent en France. Hein. Oui, alors aussi, ouais, mais en tout cas, à la fin, tout le monde l'utilise dans son quotidien. Oui, Et tout le monde sait le faire, enfin. Mais donc voilà. Et donc Nickel, en fait, s'est dit, il faut qu'on propose un produit le même à tout le monde. Il y aura pas des gens qui vont l'avoir gratuitement, et des gens qui vont payer très cher, parce qu'on a tous, en gros, le même besoin, quel que soit notre niveau de revenu, notre façon de dépenser, et qu'on le fasse à la fois moins cher, parce que du coup, grâce à la technologie, on arrive à faire des choses moins chères que des organisations plus établies, avec une meilleure expérience. Ça aussi, c'est la technologie qui peut permettre de faire ça, donc de rendre autonomes nos clients, d'avoir du temps réel, d'être capable de savoir exactement où t'en es tout le temps, de pouvoir désactiver les paiements sur Internet, les réactiver, plein de petites comme ça de petites en fait options qui te facilitent ton quotidien. Et de le faire en alliant la technologie avec un réseau de distribution de proximité, parce qu'en fait, c'est fondamental pour toucher tout le monde que d'avoir ce réseau de proximité. Tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de se dire je mets mon argent dans une application sur mon téléphone et c'est OK. Ouais. Et donc aujourd'hui Nickel, c'est 3 millions de clients. Donc c'est une croissance assez vertigineuse. C'est énorme. Et 7000 points de vente en France. Donc il y a que la Banque Postale qui a plus d'agences, si on se compare un peu au réseau bancaire traditionnel. Donc on est vraiment partout. Dans les grandes villes, en plein centre-ville, dans les zones périurbaines, dans la ruralité, en outre-mer. Voilà, on est vraiment partout. Et on est très proche de tous les Français grâce à ça. Ok. C'est quoi le pont entre Ladi et Nickel à l'époque? Pour moi, perso, quoi, mon pont, c'est que Nickel, pour moi, c'est un acteur de... Attends, je reformule, mais en gros, qu'est-ce qui fait que Nickel est en contact avec Ladi à l'époque et que tu fais leur connaissance? Ah non, c'est juste à titre personnel, Arnaud. Ok. Enfin, non, Nickel, moi, pour être très honnête, j'avais rencontré les fondateurs de Nickel très tôt, en fait, lors de leur lancement de Nickel, en étant à Ladi, parce que très vite, c'est une solution qui a été particulièrement pertinente pour des gens qui avaient un peu moins de sous, donc pour un public assez proche de celui de Ladi. Ouais. En fait, les clients de Ladi, très vite, ils nous proposaient des RIB Nickel pour qu'on verse les crédits. Voilà, on s'était rencontrés à cette époque-là. Après, quand je décide de partir et de parler à Arnaud, Giraudon à ce moment-là, là c'est juste qu'à titre personnel, il est engagé, il s'est engagé pour Ladi à un moment, et puis il continue d'ailleurs. Et donc on s'est croisés comme ça, c'est son engagement perso. Non, je me demandais pourquoi tu me disais qu'il était au bord de Ladi, c'est pour ça que je me demandais pourquoi. C'était au bord du dotation. De dotation. Ok. Comment se passe cette transition pour toi de passer de revenir dans le monde privé finalement, parce que c'est
Ça doit être un truc, non? Ouais, ça se passe très bien. À ce moment-là, moi j'arrive, on est 3 arrivés dans l'équipe de direction. Donc le DGD, Olivier Jean, Thomas Courtois et moi. Donc le président Thomas Courtois et moi. Et non, ça se passe vraiment très bien. La boîte vient de se faire racheter, c'est ça à l'époque? Elle s'est fait racheter il y a 1 an à peu près. Ok, d'accord. Pendant quelques mois. Il y a à peu près un peu moins de 300 collaborateurs. Et aujourd'hui, on va bientôt, on est 750, on va bientôt être 800. Là, à l'époque, l'entreprise était que en France. Aujourd'hui, on est dans 4 pays, on va bientôt être dans 5. Et puis voilà, on avait un tout petit peu plus d'1 million de clients. Aujourd'hui, il y a 3 millions de clients, donc c'est une transformation gigantesque en fait de l'intérieur. Mais quand j'y arrive, je suis très contente. Je suis enthousiaste en fait à l'idée de pouvoir m'engager pour cette entreprise. Je suis très convaincue de l'importance de cette entreprise, pourquoi elle existe et ce qu'elle a à accomplir. Donc ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Très curieuse à l'idée de découvrir un peu la tech, parce que moi je n'étais pas encore confrontée à titre pro vraiment à construire des boîtes tech. Donc ça c'est intéressant, c'était un aspect un peu de curiosité qui m'intéressait. Et les choses se mettent en place, et après je trouve que des entreprises si jeunes, il y a une effervescence, il y a une intensité qui est dingue, que tu te rends pas compte en fait du chemin que tu parcours en si peu de temps, et qu'il y a tellement encore à faire tous les jours devant toi que voilà, il y a vraiment une intensité qui fait que là, bon, je me pose avec toi et on parle de ces 4 années, mais dans la réalité de comment je le vis, c'est toutes les semaines, je vois la pile devant moi plutôt que tout ce qu'on a dépilé dans le passé, quoi. C'est dur, ça, de le faire au quotidien, hein, de regarder un peu en arrière. Ouais, c'est hyper dur. Non, mais dans le sens, c'est très rare. Et puis, je pense que dans des organisations si jeunes, c'est encore moins évident, quoi. T'as peu de temps où tu souffles, où tu regardes, tu dis, on a quand même fait tout ça. Mais bon, là, juste en disant les quelques chiffres que je viens de partager, tu te dis, ouais, c'est quand même pas mal. En quoi de venir bosser pour Nickel à ce moment-là vient aussi, j'imagine, remplir ta case, ok, il faut que ça ait du sens pour moi. Bah, pour moi, en fait, c'est un modèle qui parle à tout le monde. Donc, quand je dis, qui est fait pour tout le monde. Nickel, c'est fait pour tout le monde. C'est très important que, par exemple, les gens comme toi, moi, on ait des comptes chez Nickel. Ok. Je te force. Mais dans le sens parce que je pense que c'est le meilleur produit au meilleur prix. Ok. Et que le fait qu'on soit tous en train d'utiliser cette solution, ça permet de faire quelque chose qui est beaucoup plus inclusif en fait et non segmenté pour les gens qui, en gros, des solutions vraiment soit trop chères, soit vraiment limitées au sein des acteurs traditionnels. Donc pour moi, l'impact, il est dans 1/3 des clients de Nickel. C'est-à-dire en fait, on pourrait parler de nos clients en disant il y a 3 tiers. T'as 1/3 de nos clients qui sont chez Nickel parce qu'ils ont des difficultés avec la banque. Ils sont interdits bancaires ou voilà, ils aiment pas la relation avec cette institution, ils ne la comprennent pas. Il y a plus de confiance avec la banque en tant que telle. Donc eux, ils viennent parce qu'ils veulent être libres, entre guillemets, si je le dis un peu simplement, et pouvoir se faire gérer leur argent le plus simplement possible et efficacement. 2e tiers de nos clients, c'est des gens qui veulent payer moins cher. Donc ça, c'est aussi chouette de pouvoir te dire que sur un produit aussi essentiel, tu payes le juste prix. Et ces 2 tiers, c'est un compte. Pour ces 2 tiers de personnes, on est sur un compte principal. Donc c'est beaucoup de responsabilité pour Nickel. Et le dernier tiers, c'est des gens qui viennent pour un 2e compte. Donc ils veulent, une carte pour acheter sur Internet, ou une carte où quand tu voyages, t'as quasiment pas de frais, ou une carte pour tu laisses à la maison et les gens peuvent faire des courses. Tu vois, tes enfants peuvent faire des courses sans qu'ils prennent ton compte à toi. Donc voilà. Donc pour moi, l'impact de l'entreprise, il est très très fort sur le premier tiers de nos clients. Et ça, c'est mon moteur personnel qui fait que j'ai envie de la faire grandir le plus fortement possible. Et après, en la faisant grandir, elle va toucher bien plus que les gens qui sont le plus en difficulté. Et ça, c'est très important aussi de faire croître une entreprise, de la faire grandir à très grande échelle. Comment ça se joue pour toi justement cette inclusivité au quotidien dans ce que vous faites, dans ce que tu peux faire toi? En fait, ça se joue beaucoup. En fait, c'est-à-dire, Nickel, on construit, on fait grandir cette boîte de manière très fidèle avec le projet initial. Et partout dans la boîte, parce que il y a plus, les cofondateurs sont partis pour le coup. Ils sont plus dans les équipes exécutives, quoi. Il y a Hugues Lebret qui est encore président de notre comité de surveillance des fondateurs. Mais et vous avez réussi à garder le projet, ce qui est en tout cas l'intention du projet à la base, quoi. Ouais, c'est très très fidèle. Et d'ailleurs, on voit tout le temps les fondateurs. Et c'est quelque chose, on est très proche d'eux. Et on parle souvent d'eux aux équipes, on explique l'histoire de cette entreprise, d'où elle vient, pourquoi elle existe.
Et c'est ça qu'on veut continuer à faire grandir. Et donc, c'est quelque chose qu'on transmet. La boîte a été rachetée par BNP, Ouais. c'est ça? Ouais. Et qui a une image pas très cool par ailleurs dans les médias, etc. Et c'est vrai que quand j'ai discuté un petit peu avec les équipes marketing, ils me disaient non mais en fait faut pas associer les projets tant que ça, parce que l'idée c'est vraiment, peut-être je me trompe, hein, tu vois, je paraphrase peut-être ce qu'elles m'ont dit, mais l'idée c'est vraiment nickel. En fait, on avait besoin d'avoir BNP, en tout cas les fondateurs avaient besoin d'avoir BNP pour avoir un agrément bancaire, c'est ça? Ça s'est pas fait sur l'agrément, mais en tout cas, c'est très important de le faire. En fait, les fondateurs, ils ont une idée que personne d'autre n'aurait pu avoir. C'est une équipe, voilà, qui a eu une idée dingue, qui était de dire, on va ouvrir un compte bancaire en 5 minutes dans un bureau, dans un point de vente de proximité. Et clairement. Chez un juriste. Et ils ont fait plein d'études. À chaque fois, on leur disait que ça allait pas marcher. Et en fait, ils y ont cru, ils l'ont fait et ça cartonne. Et en fait, ils ont fait une boîte qui a eu un succès beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient anticipé. Et une fois que ce succès est apparu, déjà eux, ils ont mis 4 ans pour avoir l'agrément, et ils lancent le produit. Et là, le produit, ça cartonne. Ça vraiment, ça. Ils ont mis 4 ans pour avoir l'agrément. Ouais, c'est des projets très longs. Waouh. Et en fait, quand ils lancent le projet, ça se développe très fort, beaucoup plus fort que ce qu'ils veulent. Et donc forcément, face à ça, il y a plein d'enjeux de développement qui se posent, de structuration de l'entreprise, de type de compétences qu'il faut avoir. On est un établissement de paiement, donc c'est un marché régulé. Il y a beaucoup de sujets IT, il y a beaucoup de sujets de conformité, il y a beaucoup de sujets réglementaires. Et puis il y a aussi toute l'histoire capitalistique d'une entreprise. Donc comment se structure le capital. Ça avait été compliqué de le financer. Donc voilà, il y avait beaucoup de petits actionnaires. Oui. Donc voilà, à certains moments, c'était le bon moment pour pouvoir écrire l'étape d'après, de faire deux choses, c'est-à-dire de vendre l'entreprise à un acteur institutionnel du marché, donc à une banque, pour deux choses, parce que elle aurait réinjecté de l'argent dans l'entreprise pour la développer, première chose, et deuxième chose, elle allait amener beaucoup de savoir-faire pour renforcer et écrire la prochaine étape de la boîte. Et donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu 3 ans où en gros l'entreprise a été énormément structurée. Ça a été vendu avec BNP Paribas. L'entreprise est énormément structurée. Il y a eu beaucoup de projets pour resécuriser tout le business, tous les processus et tout. Et en 2019, quand on arrive, c'est un moment où on se dit, ça y est, l'entreprise, elle a un socle qui est suffisamment robuste pour pouvoir la réaccélérer. Et c'est ça notre projet, où on rejoint l'entreprise. Ok, donc de là de faire décoller la boîte, arriver aux 3 millions, etc., quoi. Exactement. Ok. C'est quoi tes projets chez Nickel? Et après, je sais pas après si t'as envie de raconter de ta vie d'après Nickel. Non, mais le projet chez Nickel, c'est vraiment de continuer à écrire cette histoire. Je trouve que c'est une histoire qui est assez unique. C'est une histoire qui est assez dingue par plein d'aspects en fait. Pour moi, c'est dingue. Enfin, c'est une histoire qui est très forte pour les gens pour les clients. C'est-à-dire, en fait, on arrive à apporter. C'est très rare d'être sur un service qui est aussi proche du quotidien des clients et qui apporte autant de valeur. C'est-à-dire que quand tu interroges nos clients, ils disent je me sens mieux, je me sens plus serein dans mon quotidien, je me sens libéré, merci. Donc ce sont des sentiments très forts et donc je trouve que ça c'est hyper motivant pour essayer d'apporter plus de simplicité dans le quotidien de nos clients. Ça c'est une première chose. C'est une boîte unique aussi parce que elle allie le digital et le physique, et moi ça je pense que c'est une des clés qui fait de l'impact de l'entreprise aujourd'hui, qui nous permet d'aller toucher tout le monde. Click and mortar qu'on disait. C'est vrai que dans les années 2000. c'est hyper vintage de dire vraiment à l'ancienne, quoi. Clair. Et en même temps ça marche. Et c'est vrai que moi je reste convaincue que le digital c'est un levier d'innovation, une forme pour innover énormément, mais je suis pas sûre que ça se suffise tout le temps. Et donc ce modèle je trouve très, très intéressant de le faire grandir. Et donc ouais, toujours apporter le meilleur service à nos clients, parce que finalement être sur ce produit-là, c'est très responsabilisant. On est sur un produit qui est vital pour nos clients, avec une exigence de qualité qui est très élevée, c'est-à-dire on est en temps réel. Donc dès qu'on est décalé, par exemple, si jamais tu vas sur ton application et que tu viens de faire un mouvement et que tu le vois pas, comme tes clients Nickel, tu sais que tu devrais le voir, tu vas t'inquiéter. Donc en fait, ça augmente le niveau d'attente que les clients ont vis-à-vis de nous. Ça nous engage et c'est très important d'être au rendez-vous. Et puis de développer cette entreprise à l'international. Je trouve ça aussi assez passionnant de construire une aventure européenne. Là, vous êtes dans plein de pays, là?
Donc là, on est en France, en Espagne, au Portugal, en Belgique, et on va lancer très prochainement l'Allemagne. Waouh. Vraiment, le monde est à vous, quoi. Ouais, en tout cas l'Europe. Il y a d'autres équivalents, en fait, d'un système comme Nickel ailleurs en Europe ou? Oh, pas vraiment, en fait. C'est une entreprise qui a un modèle assez unique. En Italie, il y a un petit peu de services de paiement qui se font chez des buralistes. C'est le seul pays, mais c'est principalement des cartes prépayées. Ok. Autre chose. Oui, c'est différent. Ouais, c'est un peu différent. Ouais. J'ai vu sur le compte Insta notamment que vos CM parlent beaucoup des fraudes et mettent beaucoup en garde les gens contre les fraudes. Alors après, j'ai pas fait de benchmark mais j'ai l'impression que plus que pour d'autres banques, est-ce qu'il y a un sujet en particulier chez les fraudeurs qui se disent, ok, on est face à des gens qui peut-être savent pas trop comment ça marche non? Non, en fait, alors on n'est pas du tout plus attaqué que les autres institutions. Par contre, on se sent très responsable vis-à-vis de nos clients. Je sais pas si vous êtes, si t'as entendu en ce moment, mais il y a des énormes campagnes faites par la FBF, la Fédération bancaire française, en ce moment, qui expliquent aux gens comment ça marche, les moyens de sécurité que les banques mettent en place. Ouais. Et en fait, tant que les gens n'ont pas cette information, ne comprennent pas que le SMS, en gros, qu'ils reçoivent avec le code, c'est l'équivalent de donner la clé de leur appart. Oui. Si quelqu'un les appelle ou leur dit donne-moi la clé de ton appart, tout le monde va dire ben non, c'est la clé de mon appart. Mais là, les gens n'ont pas conscience du niveau de sécurité que ce code, ce à quoi ce code correspond. Et donc, il faut faire de la pédagogie. Et en fait, nous, on se sent responsable. Donc, on fait de la pédagogie. Nos clients sont pas plus victimes de fraude qu'ailleurs. Par contre, on en parle. Et c'est vrai que le fait d'en parler, ça peut mettre l'entreprise à risque, parce que du coup, on peut avoir la question que tu te poses, c'est de se dire, mais en fait, du coup, vous en parlez tout le temps parce que c'est dangereux d'aller chez vous. Alors que pas du tout. C'est pas dangereux, mais ça nous fait pas peur de parler des sujets auxquels nos clients sont exposés, quoi. Donc c'est plutôt dans une logique de responsabilité qu'on fait. Ok. Je vous mettrai un lien vers un sketch de Verino qui raconte justement comment il s'est fait avoir par Mais ils sont super forts, par un mec. Il se fait niquer, mais alors dans les grandes lignes. Et c'est vraiment très drôle. Donc je vous le mettrai parce que c'est toujours intéressant d'entendre des témoignages comme ça, parce que vraiment les mecs, ils sont créatifs et ils sont forts, quoi. Donc c'est hyper important. Et toi, à titre perso, alors, est-ce que est-ce que tu te lances, est-ce que tu as envie de à terme revenir dans l'associatif? Comment ça se passe? Moi, aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler. Ouais, non, enfin, aujourd'hui, je suis super engagée chez Nickel. Je trouve cette aventure passionnante, donc je me projette pas vraiment précisément au-delà, mais si je me projette plus à moyen terme, disons, c'est pas cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, mais c'est un peu plus loin. Je suis hyper agnostique des organisations, c'est-à-dire en fait les formes d'organisation m'intéressent peu. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elles ont été créées et à quoi elles servent, in fine. Donc retourner dans le monde associatif, sûrement, ça sera des voies en tout cas, c'est des voies que je m'autorise et que je regarde comme ça avec beaucoup d'enthousiasme, à vrai dire. Continuer dans le monde de l'entreprise à impact, entre guillemets, oui, c'est quelque chose qui aussi une voie qui m'intéresserait. Aller dans le service public, pourquoi pas. En gros, je m'interdis rien. Ce qui m'importe le plus, c'est pourquoi une organisation, à quoi elle sert en fait, et comment du coup après elle est efficace à résoudre ce problème. Comment vous avez fait pour garder le projet initial des fondateurs, parce que c'est un énorme challenge, j'imagine, pour une équipe qui reprend. Il y a Christian Junot là qui est coach en argent et qui est dans mon podcast Histoire en argent, qui parle d'idées sources et qui dit que c'est hyper important que on refile la source quand on a créé ça, quand on a créé un truc. À un moment donné, on est propriétaire de la source, il faut réussir à la refiler. C'est quoi la recette que... Ouais, c'est fondamental comme question. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui l'expliquent. La première chose, c'est qu'il y a un respect énorme de toutes les équipes de toutes les équipes de direction qui sont passées chez Nickel pour les fondateurs. Je pense qu'aucun de nous n'aurait eu l'idée ou même l'audace de faire ce projet. Une fois qu'il y a ce respect, il est établi. Je trouve qu'il y a une volonté de transmettre qui est très forte. Du coup, on a tous envie de véhiculer, de faire grandir le projet tel qu'il a été pensé. Et ça se fait un peu tous les jours. Donc ça se fait un peu tous les jours parce que par exemple tous les nouveaux qui nous rejoignent, il y en a beaucoup, ils passent par un cycle d'intégration dans lequel on explique l'histoire de la boîte.
On explique quasiment la généalogie des boîtes, parce que souvent une boîte, c'est plein de boîtes à vente, t'as des ramifications. Parmi des collaborateurs, il y en a qui étaient dans les premières boîtes, qui étaient déjà, les ancêtres de Nickel, qui étaient sur des trucs qui avaient rien à voir, des cartes cadeaux, des trucs comme ça. Mais on explique ça parce qu'on est convaincu que ça fait partie du projet qu'on a à construire devant nous. Ouais, Et en expliquant, les mettre à la culture finalement de la boîte. ouais, mais c'est pas du tout à l'américaine. C'est pas dans le sens, nous on est comme ça. Et enfin, ça se fait de manière très simple, très sincère. On explique l'histoire de la boîte et après, très vite, finalement, dans le même temps d'intégration des gens, on explique qu'on se considère tous comme fondateurs de l'entreprise. L'entreprise, elle a 9 ans. Elle s'est transformée déjà 150 fois. Le système IT, il a déjà été refait. Même si le projet est très fidèle, on en est encore qu'au début de l'histoire, parce que l'ambition est très grande. Et donc, on a le sentiment, tous nous, les collaborateurs, de faire partie d'une aventure assez unique, en étant très fidèles à ce qui a été fait et en étant très conscients de ce qu'on a à construire. Donc ça crée en fait une espèce d'adhésion qui est très puissante. Et puis après, au-delà de l'accueil, de l'intégration, la boîte, elle a 4 valeurs. Alors, ils sont pas écrites sur des murs en gigantesque. Par contre, elles sont partout. Et ces valeurs, dès qu'on fait un projet, on se pose la question. Mais est-ce que ça répond à nos valeurs, en fait? Est-ce que ce projet, donc la première, c'est l'universalité. Est-ce que ce projet, il va pouvoir servir le plus grand nombre de personnes? Qu'est-ce qui est bloquant? Et donc, ça nous permet de sortir des innovations, donc on passe nos 4 valeurs au crible de ça, et que ça soit pour des projets clients d'innovation, de sortie de produits, ou même des sujets internes, de culture, de RH, de vivre ensemble. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se vit à la fin, qui se vit et qui se transmet très, très spontanément dans la culture de la boîte. Je veux bien avoir les 3 autres valeurs parce que j'adore les valeurs de boîte. Ah, donc les trois valeurs. L'universalité, donc servir le plus grand nombre. Et ça, c'est un truc qui est hyper indépendant chez Nickel. Juste pour donner quelques exemples, chez Nickel, on a 28% de nos clients qui sont hébergés. C'est-à-dire, ils n'ont pas un justificatif de domicile à leur nom. Mais ça arrive à beaucoup de personnes dans la vie. C'est-à-dire, tu es hébergé chez un oncle, t'as un ami qui t'héberge. Bon, t'as pas de justificatif de domicile. Sans ça, c'est très compliqué d'ouvrir un compte. Nous, on a trouvé une façon de le faire qui marche, qui est fiable et qui répond à nos enjeux réglementaires. Typique. Un autre sujet, c'est qu'ils font chez Nickel, maintenant depuis 2 ans, tu vois, c'est une innovation qui est assez récente. 3 ans, on peut ouvrir son compte avec plus de 190 passeports. Pendant d'avoir un titre d'identité français pour ouvrir, il faut que ton titre il soit en cours de validité. Et on arrive à vérifier sa véracité grâce à une techno qui est à peu près équivalente à celle de la douane quand tu passes, tu sais, sans parler douanier. Bien joué. Donc ça, c'est grâce à la fois la techno et à la fois la valeur. C'est-à-dire, voilà, comment on rend nos sujets accessibles. Donc on travaille, il y a plein de trucs, on a mis des encoches sur nos cartes pour que les malvoyants ils aient une facilité de paiement. Mais tout ça, c'est pas des sujets qui sont super business, hyper stratégiques, mais qui sont très cohérents, disons, avec cette valeur-là. La deuxième valeur, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment essayer on est tous au même niveau dans la boîte, donc n'importe qui parle à n'importe qui. On veut juste être efficace ensemble, en interne. Très bienveillant vis-à-vis de nos partenaires buralistes, nos partenaires commerçants. Ils ont un métier hyper exigeant, ils sont ouverts 6 jours sur 7, de 7h du matin à 22h du soir. Donc, on essaye de vraiment être au quotidien avec eux et bienveillant vis-à-vis de nos clients. On jargonne pas, on n'est pas dans une sophistication des mots, on est dans le langage du quotidien. On va parler de sujets d'argent qui sont du quotidien. Donc, il n'y a aucune raison que ça devienne compliqué à un moment où, quand bien même faire notre métier, c'est un métier réglementé. Donc, avec tout un jargon assez passionnant. Si on peut faire des sketchs. Mais on essaie de pas le transmettre à nos clients. Ouais. Donc voilà, la troisième valeur, c'est la simplicité. Très dur de faire simple dans un métier réglementé, faire des parcours simples, voilà, c'est des choses qui sont fondamentales. Et ouvrir un compte en 5 minutes, c'est très simple. Voilà, tout en étant au rendez-vous de la réglementation. Et puis la dernière, c'est l'utilité. On n'innove pas pour innover. Ça, c'est très dur à tenir parce que dans des boîtes tech ou des boîtes, nous-mêmes, on a tous des biais, on adore l'innovation, on est passionné, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Et puis dans les boîtes qui grandissent aussi. Les boîtes qui grandissent, c'est envie de lancer de plus de. Mais en fait, régulièrement, dans des réunions, on se dit non, mais ça, on regarde pas, en fait. Tant que c'est pas un sujet fondamental du quotidien, on regarde pas. On regardera quand ça sera vraiment un sujet important. Donc, je sais pas, dans les fintech, donc ces startups de la tech qui sont dans le monde financier, on parle beaucoup de crypto-monnaie. Nous, la crypto, on s'y intéresse pas. Parce qu'en fait, ça n'est pas un sujet, aujourd'hui, c'est un sujet intéressant, plutôt spéculatif pour certains qui s'y intéressent, mais c'est pas un sujet du quotidien pour le plus grand nombre. Donc on regardera si un jour ça changeait et dans les usages, ça apporterait quelque chose de concret pour acheter sa baguette ou j'en sais rien, ou sécuriser un paiement, j'en sais rien. Merci beaucoup Marie. Non, je t'en prie. C'était passionnant, vraiment. Un grand merci à toi. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut te contacter?
Ah, C'est quoi la meilleure façon possible? Meilleure façon possible, par mail, sur LinkedIn, sur Twitter, n'hésitez pas. Je mettrai tous les liens afin de pouvoir te contacter. Très bien. Un grand merci à toi, c'était chouette. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.